En ce début d'année, on parle tous de performance, d'objectifs, de résultats. Mais trop souvent, on oublie le côté humain derrière la performance. Après avoir parlé de l'importance du sommeil et de nos capacités mentales et physiques avec Annie Mathieu lors du dernier épisode, l'épisode 112, on poursuit la réflexion avec un autre pilier fondamental, la compréhension de l'humain, la compréhension humaine. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Audrey Terrien. Audrey est une facilitatrice de relations, coach et formatrice certifiée PCM. Elle accompagne des équipes, des gestionnaires, des organisations à mieux travailler les changements, prévenir les conflits et surtout à mieux se comprendre. Cet épisode est autant pour les employés et les gestionnaires qui veulent repartir l'année avec des bons outils concrets, que pour les employeurs qui cherchent à améliorer la santé mentale, la cohésion et la performance de leur équipe de vente et de gestion. Parce qu'une équipe qui se comprend mieux, évidemment, c'est une équipe qui est plus engagée, plus efficace et plus durable. Alors, installez-vous confortablement, prenez des notes et surtout ouvrez la porte à une autre façon de performer parce que ça commence maintenant. Bienvenue dans le Café Courtier, le podcast qui réveille le monde du courtage. Un sujet à la fois. Entre confidence, réflexion et discussion franche. On brasse les idées comme on brasse un bon café. Avec passion, chaleur et parfois un peu de piquant. Installez-vous, c'est l'heure du Café Courtier. Aujourd'hui, dans le Café Courtier, première expérience en version Teams, parce que merci Montréal et le trafic, Audrey et moi, on ne pouvait pas se rencontrer, on a décidé de faire ça en personne. Donc, bonjour Audrey, comment ça va? Ça va bien, merci Jocelyn de l'invitation et de pouvoir, avec toute la flexibilité, permettre qu'on se rencontre aujourd'hui pour discuter. Ben, ça fait plaisir. J'aimais mieux faire quelque chose comme ça puis tester la version en ligne plutôt que de ne pas le faire ou de reporter à plus tard, on ne sait jamais. Donc, je suis super content de t'avoir avec moi aujourd'hui, Audrey. Ensemble, on va parler de justement dealer avec les changements, dealer avec les imprévus, santé mentale. On va parler de toi, évidemment, aussi un peu. Ton parcours qui a fait qu'aujourd'hui, tu es une coach certifiée et une personne exceptionnelle qui est là, un peu comme moi, pour aider les autres dans le cadre de leur travail, dans le cadre de la vie, dans le fond. On va commencer direct comme ça pour briser la glace. Si tu avais à résumer ton parcours en une phrase, comment que tu décrirais, comment tu te décrirais? Oh, c'est une excellente question, ça. J'ai l'habitude de décrire avec un seul mot qui est atypique. J'ai un parcours assez particulier qui est non conventionnel. Alors, ouais, c'est comme ça que je le résumerais. Atypique. C'est bon, c'est Ouais, bon. Écoute, ouais. on se rejoint un peu de ce côté-là. Là. Bon, j'ai plus de cheveux blancs que toi, donc probablement plus d'expérience, mais en fait, non, j'ai des cheveux blancs, j'en ai pas plus. J'ai une barbe blanche, mais c'est ça, moi aussi, ingénierie, Bay James, voyager, fait que c'est le fun. C'est le fun, mais en même temps, c'est ça qui fait qu'on est des personnes, je pense, je dirais pas plus ouvertes, je vais le dire pareil, plus ouvertes. Puis Ouais. je veux pas dire que les autres sont pas ouvertes, mais tu sais, plus tu as vécu de choses différentes, on dirait que plus c'est facile de comprendre, plus c'est facile de s'adapter, plus c'est facile de dire comme Carey Price, comme d'aller puis de dire chill out. OK, c'est Ouais, pas ouais. grave. All right. Fait on va commencer un peu avec ton parcours. Tranquillement, pas vite, on va arriver à ce que tu peux faire aujourd'hui. Puis tu disais que tu as des conseils. C'est certain que les gens vont aimer les conseils. Tu as commencé en ressources humaines, right?
Et même pas. Je t'ai Même triché pas. ça. Recule là, vraiment, là, j'ai commencé en vente avec. Puis la raison pour laquelle je me suis lancée en vente après mon secondaire, là, c'était parce que j'étais écœurée de l'école. J'avais des super bonnes notes. J'ai raflé toutes les bourses à la fin de mon secondaire. Puis c'était comme juste qu'est-ce que je peux faire qui est la plus petite formation qui me donne un diplôme. Puis c'était le DEP en vente conseil à ce moment-là. Fait que c'est la raison pour laquelle je suis allée là. Je suis tombée en amour avec la compréhension des comportements humains, parce que la vente, c'était beaucoup ça, tu sais, comprendre le comportement d'achat, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'influencer, ou répondre aux besoins, trouver les besoins. Fait que ça a été ça le début, le corps de mon parcours, ce qui fait que j'aime encore la vente aujourd'hui, mais que j'ai beaucoup modifié les concepts qu'on apprend, là. Mais oui, j'ai fait des RH, puis oui, j'ai un bac en admin, puis oui, j'ai plein d'autres choses. Puis, t'as eu, c'est sûr, atypique, hein, on va revenir au mot atypique, tu sais, des drôles d'expériences, Target, Kinatex, qui sont des physiothérapeutes, Boréal. Qu'est-ce que tu as fait de passer par là? Puis qu'est-ce que tu as appris dans ces rôles-là, avec ces entreprises-là? J'ai appris vraiment beaucoup de choses. À vrai dire, ces emplois-là, c'est, le parcours, si je recule un petit peu après mon DEP en vente, j'ai parti une école de karaté avec mon ex-mari. Puis j'ai aussi, j'étais dans les MLM là, classiques de vente des cosmétiques et autres choses qui pouvaient se vendre. À ce moment-là, du haut de mes 22 ans, j'étais propriétaire d'une maison, j'étais mariée, j'avais 2 enfants puis 2 entreprises. C'était comme ça. Puis à un moment donné, j'étais tannée, je voyais mes amis qui avaient été à l'université, puis j'étais comme, hey, c'est pas juste, moi aussi, je veux y aller. Puis j'ai fait mon bac, puis en sortant de mon bac en administration des affaires, j'avais quand même une concentration RH, j'étais comme, je veux pas faire de comptabilité. J'en ai fait dans tous les jobs que tu as nommés. J'ai fait beaucoup de comptabilité et de RH, parce que c'est souvent comme combiné, là, le traitement des payes et tout ça. Et une des choses que j'ai appris, c'est quand je faisais les évaluations de rendement, entre autres au Target, c'est arrivé à plusieurs reprises où je questionnais les gens, puis il y en a qui partaient après. Puis j'étais comme, pourquoi les gens s'en vont? C'est pas parce que je leur ai dit de s'en aller, c'est pas parce qu'ils faisaient pas bien les choses, mais c'est parce qu'à force de questionner, ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas bien où ils étaient. Fait que de questionner, de comprendre l'autre de où il arrive, c'est quoi sa vision du monde, ben, c'est quelque chose que j'ai compris que je savais pas tant. Autant que j'avais vu les comportements d'achat, que j'étais capable d'influencer des choses, quand on travaille avec l'humain pour qu'il soit bien, j'ai comme compris que la réalité peut être différente. Les différents commerces là, dans lesquels j'ai été, Kinatex, ben, c'était totalement autre chose. On était avec des thérapeutes. C'était vraiment le côté des gens qui prennent soin des autres. Fait que là, moi, j'étais sûre qu'ils prenaient soin de ceux qui prennent soin. C'est un peu ça que ça a donné. Fait que, ça a été très formateur sur le côté humain. Comprendre comment comprendre l'autre, s'y intéresser, puis tout ça dans la dynamique je veux dire, commercial, qu'il faut que les processus roulent pareil, puis il faut qu'on avance puis qu'on crée quelque chose. Fait que j'ai beaucoup appris sur moi et sur les autres dans ces expériences-là. Okay. Puis après ça, coach opération chez Nike. Petite entreprise, me semble, font les souliers, là, quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'on devient coach opération chez Nike? Je veux dire, c'est quand même big, là. Ça, en tout cas, sur le CV, ça paraît bien. C'est une entreprise qui est assez exigeante, Nike. Fait que, comment est-ce qu'on devient coach opération chez Nike? Puis qu'est-ce qu'on fait comme coach opération chez Nike? C'est un peu, je veux dire, gestionnaire des opérations. Encore une fois, je m'occupais, l'horaire, les humains, les livraisons, peu importe ce qu'on avait à gérer, la réception de marchandises et tout ça. Fait que c'est un peu comme le corps, celle qui organise un peu tout. L'organisation, c'est comme ma force naturelle en général dans la vie. Là, j'ai fait un post, ceux qui vont aller voir sur LinkedIn, où je dis que j'ai pas un toc, mais que je classe mes légumes dans les plats quand j'ai vraiment bien accordé. Là, c'est un peu intensif. Fait que, cette force-là d'organisation, ben, je l'ai utilisée là-bas. Puis ça a été aussi le côté très humain. Je pense que j'étais une des seules qui l'avait, je veux dire, de façon naturelle dans les gestionnaires, dans l'équipe. Parce que, mon background m'avait permis ça, avec les autres emplois que j'avais eus. Puis, je suis arrivée là, j'ai appliqué sur la job, j'ai pris une chance, puis je l'ai eu. C'était vraiment... ça fitait dans où j'étais rendue dans ma carrière. Et
j'avais pas longtemps avant que je quitte, il y a des nouveaux gestionnaires qui sont arrivés en poste dans l'équipe. Puis bon, tous les gestionnaires avaient des rôles de coach, là, parce que c'est le concept du sport. Là, fait qu'on est des coachs, puis on a des athlètes avec nous. Et j'étais comme une des seules qui était capable d'amener les ados, nos employés, c'était tous des ados, à faire ce qu'il y avait à faire, sans qu'ils chialent, sans qu'ils respectent, sans qu'ils créent quoi que ce soit. Puis, entendu, là, des ados, là, je ne sais pas si tu as des ados à la maison, si tu en as eu, mais Non. moi, j'en ai 3 là, en ce moment, puis je suis contente d'avoir passé par ce job-là parce qu'aujourd'hui, je comprends comment les faire des fois faire la vaisselle, ramasser leur chambre, là. Ben, c'est tous des trucs que j'ai été, avec l'expérience, développée. Puis tout ça, ça s'est résumé par comprendre la réalité de l'autre. C'est comprendre que oui, moi, ma priorité, c'est la business, puis s'assurer que le département des souliers est super clean puis super beau. Sauf qu'eux autres, ils ont d'autres réalités avant d'arriver à prioriser les souliers. Fait qu'est-ce qu'on fait? Ça m'est déjà arrivé de faire des tresses à une des filles parce qu'elle trouvait ses cheveux laids. Puis bon, je ne dis pas à tous les gestionnaires de faire ça, sauf que je suis capable, ça prenait 3 secondes, elle chialait plus après, puis elle faisait la job. Fait que c'était un peu ça le parcours. Est-ce que déjà, à cette époque-là, parce que la santé mentale, je veux dire, ça date de toujours, mais c'est plus récent qu'on parle de santé mentale, qu'on utilise les mots santé mentale. Est-ce que déjà à cette époque-là, on en parlait, puis est-ce que déjà à cette époque-là, tu sentais que c'était un challenge, justement, pour les gestionnaires, la santé mentale des employés? Oui, c'en était un. C'est pas cette entreprise-là, je parle en général là, dans le commerce de détail beaucoup. La santé mentale, c'est quelque chose qui est un peu, surtout à l'époque, ésotérique, un peu plus, dans le sens où, dépendamment de notre background, de ce qu'on a vécu, c'est arrivé souvent où moi, je me suis fait dire, ouais, ben moi, quand j'étais jeune, je me battais le cul puis j'y allais. C'était comme que je sois bien ou pas, puis j'allais travailler, puis il y en a qui me donnaient l'exemple. Bon, d'autres personnes de d'autres générations, c'est ouais, moi, quand j'étais jeune, j'allais travailler en béquille. J'étais comme, OK, mais comme, c'est vraiment ça que tu veux, là? C'est correct, ça te fait du bien, mais dans quelle mesure est-ce que tu es capable de performer après? Moi, je pense que j'ai eu une sensibilité plus grande au niveau de la santé mentale pour avoir eu moi-même des défis au niveau de ma santé mentale, entre autres quand je travaillais dans le commerce de détail parce que c'était hyper exigeant, parce que j'étais entre autres exigeante envers moi-même. Je ne blâme aucun de mes patrons. Là. C'est vraiment comme moi envers moi, puis à vouloir respecter les règles à tout prix. Puis bon, ma vie familiale, quand début vingtaine, tout ce que j'avais accompli, puis j'étais pas mieux. Je pensais que c'était ça la formule magique pour être heureux, puis j'avais pas appris à me connaître. Fait, je pense que j'ai été plus sensible à la santé mentale, puis à ce que c'était pour les autres versus le marché dans lequel j'étais. Après ça, chargé de projet chez les éco-bâtisseurs et Oasis Eastman, tu parles d'optimiser le changement de façon écologique. C'est quoi un changement écologique? Dans ce cas-là, c'était 2 entreprises qui étaient très axées sur le côté écologie, en général, là, au niveau de la santé de la planète et tout ça. Mais un concept que j'ai toujours gardé puis que j'avais même avant ça, c'était l'écologie de l'être humain. Puis c'est quoi l'écologie de l'être humain? C'est justement tout ce qui concerne notre environnement puis notre contexte personnel. Il faut le respecter. On dit souvent que l'herbe est plus verte des fois ailleurs, mais en réalité, l'herbe est plus verte où est-ce qu'on l'arrose, puis il faut que ça soit notre contexte qu'on arrose. C'est bien dit. Il faut que ça soit nous, il faut que ça soit notre jardin qu'on entretient. Fait que l'écologie, c'est d'être capable de respecter d'où on vient, c'est quoi nos croyances, comment on est construit, c'est quoi toutes nos expériences qui viennent moduler ça un peu. Puis, c'est souvent une des raisons pour lesquelles je décroche des réseaux sociaux vite. Il y a 1 million de gens qui sont coachs, il y en a des très bons, puis il y en a qui sont très improvisés. Mais ceux qui sont improvisés, souvent, n'ont pas cette conscience-là de respecter l'écologie des autres. Ils vont vendre leurs recettes magiques. Ils vont pousser quelque chose, puis là, ça peut être violent psychologiquement pour quelqu'un. Il n'y a pas de one size fits all là, dans ce domaine-là. Fait que, cette écologie-là, c'est important de le respecter. Puis après, c'est un peu comme quand on vit différents pays, l'écologie est différente, le système de la nature est différent. Si je vais dans la forêt amazonienne, puis ici, dans une érablière, pas la même réalité. C'est le même principe avec l'humain. Il faut être capable de le trouver, le comprendre, puis l'adapter. Fait que
On se rapproche un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, Oui. si je lis ton CV encore, ça dit facilitatrice en relations et coach certifié PCM. Ça fait quoi une facilitatrice en relations et coach certifié? J'aime beaucoup dire que je rends les relations faciles. Ça, ça OK. résume bien le titre. Après, c'est assez large dans le sens où les relations, l'humain, c'est un être relationnel. On a tendance à l'oublier, mais on vit à travers la perspective des relations. Chaque être humain. C'est comme la chose commune qu'on partage. Puis des fois, je me fais challenger. Ouais, mais là, il y en a qui vivent tout seuls dans le bois. Oui, mais c'est en relation avec eux-mêmes, puis avec leur environnement, puis avec la nature. Et ça reste des relations. Donc, c'est ce côté-là où on a des struggles dans la vie, où ça devient difficile, c'est parce que souvent, il y a une des relations qui est affectée. Que ce soit notre relation à nous-mêmes, quand on est dans un conflit d'intérêts ou dans un conflit de valeurs, la relation aux autres, hein, on a tous des moments où avec des gens qu'on aime bien, ça va pas bien. Ouais. Ces relations-là aussi, ou des fois, la relation d'environnement, c'est l'environnement de travail ou notre chez nous. Il y a plein de gens pendant la pandémie qui ont compris que leur 3,5, c'était pas leur environnement préféré, d'habiter là non-stop sans pouvoir sortir. Fait que toutes ces relations-là, l'idée, c'est de les comprendre, de les décortiquer, puis de les rendre plus faciles pour minimiser les frictions. Coach PCM, coach et formatrice, là, je ne l'ai pas nécessairement mis à jour partout. Mais PCM, c'est un modèle de compréhension des comportements humains. Fait que PCM, c'est l'acronyme de Process Communication Model. Fait que c'est un peu le mode d'emploi de l'être humain. Fait que ça va comprendre le pourquoi du comment quelqu'un va agir d'une certaine façon selon comment sa personnalité est construite. Donc, il y a des grandes tendances qu'on peut voir chez l'humain. C'est un peu ça qu'on est capable de décortiquer, de voir, puis facile à comprendre parce que les enfants sont capables de l'utiliser. J'ai fait des formations, des ateliers dans des classes de primaire, puis les enfants, ils catchent vite. Fait que, ils sont bons, les Ah petits ouais. tabarets. C'est des petits manipulateurs. C'est tous des petits vendeurs, dans le fond. Ah, c'est tous des bons vendeurs en plus. Puis, je fais presque pas exprès. Là. Je vais aller voir en leur disant, je vais vous montrer comment faire une idée à vos parents de jouer aux jeux vidéo. C'est super attentif dans ce temps-là. Mais c'est facile à comprendre pour que les enfants l'utilisent, mais c'est assez complexe pour qu'on puisse voir en profondeur pour ceux qui s'intéressent vraiment comme moi. Puis je suis un peu passionnée des humains jusqu'à date, je pense que ça se voit. Pourquoi en arrière? C'est quoi un peu les programmes, un peu comme l'ordinateur, qui font que ça fonctionne de cette façon-là? Fait qu'on peut aller en profondeur. Puis surtout sur tout ce qui est l'auto-sabotage, c'est fascinant. Moi, ça a été un outil incroyable dans ma vie. Sur lequel j'ai toujours pas trouvé de faille, dans le sens où je l'ai testé dans plein de contextes, puis ça fonctionne tout le temps. Mais c'est un des nombreux outils que j'utilise. Donc, ça accélère beaucoup les coachings, ça accélère la vente en général, parce que quand on comprend comment l'autre personne fonctionne, c'est facile de créer un lien de confiance qui est authentique, qui est vrai, sur lequel après ça, on peut se baser pour construire tout ce qu'on a besoin de construire. Donc là, évidemment, on commence à comprendre que dans ton rôle actuel, tu accompagnes des individus, des équipes, des entreprises dans des moments de changement, des moments turbulents, dans des moments croquants, disons ça comme ça. Est-ce que tes clients, c'est des entreprises ou des individus personnels ou comment ça fonctionne? Comment est-ce que tu peux aider les gens? C'est beaucoup des entrepreneurs ou des leaders d'équipe que j'ai comme clients. Puis des fois, ça va découler, je l'appelle comme ça, le genre de dommage collatéral, mais qui est super positif, c'est que quand j'ai un leader ou un entrepreneur qui est devant moi et qui a besoin d'aide avec son équipe, là, il fait « Hey, ça marchait avec ma femme » ou « Hey, ça marchait avec mes ados ». Et je suis comme, ouais, c'est humain, là, je veux dire, même chose. Fait que là, je finis par faire des matins avec, moi, j'ai des lunettes, des casquettes, puis j'ai plein de choses que j'utilise pour partager ces connaissances-là. Puis je fais ça le matin dans le salon avec un café avec eux autres, puis bon, on crée ça. C'est pas le principal de mon accompagnement, mais je le fais parce que j'aime ça, puis ça me fait plaisir. Mais c'est ça, j'ai beaucoup d'entrepreneurs ou de leaders qui vivent des situations de changement, de transition, qui veulent aider leur équipe ou les personnes qui les entourent à vivre cette transition-là. Fait que, la vente, c'est une transition en soi. On part d'un état de manque à un état de comblé, en réalité. Fait que c'est une transition. Ça implique plein d'étapes.
Bon, tu dois connaître, là, veux pas, dans le domaine que tu fais, t'accompagnes beaucoup dans les transitions, toi aussi, là. Fait que c'est un peu ça que je permets de simplifier par le partage de connaissances puis par l'accompagnement en général. Très, très, très utile. Puis, est-ce que dans le cadre de ton travail, bon, on a parlé un petit peu tantôt, là, je pense que oui, peut-être pas directement, sinon indirectement, mais j'imagine que vous parlez de santé mentale aussi dans... Oui, ça en fait partie, surtout, bon, oui, en accompagnement individuel. Ça reste que je ne suis pas thérapeute. Fait que, j'ai Ouais. quelques-uns de mes clients qui sont suivis aussi par des thérapeutes en même temps puis en combinaison parce que c'est très complémentaire. C'est ce qu'on voit quand on comprend avec PCM, quand on comprend comment on fonctionne dans nos comportements, quand on comprend de quoi notre cerveau a besoin pour fonctionner. Puis, PCM nous amène le concept des besoins psychologiques. Un besoin psychologique, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on a besoin de faire pour se nourrir, qui est aussi important que boire, manger et dormir. Donc, combien de fois qu'on saute un repas parce qu'on est trop occupé dans la journée ou on dort à moitié parce que, bon, c'est couché tard, on a un projet à finir ou quelque chose. Quand on est rendu dans quelque chose d'abstrait, ça devient plus complexe d'en prendre soin. Mais quand on a les mots, puis on a comme la liste des choses qu'on peut faire pour s'aider, ça aide à notre santé mentale. Puis quand on est capable d'être accompagné pour le mettre en place, bien, ça facilite beaucoup. Fait que, veut pas, en passant dans la compréhension de soi, bien, on aborde ce côté-là de santé mentale là, qui est très, très important. Puis, j'ai pris une quote quelque part, là, probablement, dans un de tes nombreux posts, qui d'ailleurs était très, très bonne sur les réseaux sociaux, puis j'aime beaucoup ça. Merci. Que dans le fond, ton rôle, c'est de mettre des mots sur les mots. Fait que je trouvais ça cute. As-tu un exemple, par exemple, d'intervention qui a permis de régler une situation difficile, quelque chose que tu peux partager, évidemment? Oui, sûrement plein. Attends, je vais essayer de prendre un cas qui ne fait pas comme cette semaine que j'ai eu, là, faire exprès de mettre ça en spot. Mais tu sais, je peux prendre un exemple. J'avais une personne qui était venue me voir à un moment donné qui, bon, ça fait quelques années de ça, puis elle avait un gros défi d'affirmation d'elle-même. Elle avait un sentiment d'imposteur vraiment incroyable. Puis elle était convaincue que c'est parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. Puis, tu sais, la confiance en soi, c'est un concept qui est assez vaste, qui est quand même assez complexe. Puis, en réalité, quand on a regardé son inventaire de personnalité, qui est le résultat du questionnaire que PCM nous permet d'avoir, qui est comment notre personnalité est construite, on a vu qu'un de ses besoins psychologiques de base, là, qui était vraiment sa façon de voir le monde, c'est d'être reconnu pour ses compétences. D'être reconnu pour ses compétences, c'est pas l'engagement, c'est pas de dire « Hey, je suis content que tu sois là encore aujourd'hui, on traverse ça », c'est pas ça. C'est pas non plus « Ah, je suis content de te voir aujourd'hui », c'est « Hey, t'as fait une bonne job ». Puis, le sentiment d'imposteur, il est facile à arriver chez les personnes qui ont ce besoin psychologique-là parce qu'on le sait pas qu'on a besoin d'être reconnu pour nos compétences. Puis à un certain point dans notre vie, on se dit, ben là, je veux pas une petite étoile en dorée sur mon travail. Tu sais, c'est comme, jusqu'à quel point j'ai vieilli ou pas, là, tu sais. Fait de pouvoir nommer ça et de le comprendre, puis de devenir autonome dans la satisfaction du besoin psychologique, plutôt que d'attendre après les autres, ben, ça a été une façon pour elle de dire, je comprends ce qui se passe, maintenant, je peux avoir moins mal, tu sais, dans cette transition-là. Puis il y a sûrement des façons, justement, puis évidemment, on s'en reparlera, mais il y a sûrement des façons où est-ce que quelqu'un qui sait qu'il a besoin de ça va être capable de reconnaître la reconnaissance, va être capable c'est ça, il va être capable de reconnaître cette reconnaissance-là sans que personne ait verbalisé, dans une façon qui écrit un email pour la remercier sans la remercier ou dans un commentaire ou un comportement, c'est ça. Plutôt que d'adresser son supérieur ou ses collègues en disant « Hey, n'oubliez pas de me le dire quand je suis bon. » C'est ça, il doit avoir des façons de développer des outils et des façons de reconnaître que, regarde, il ne me l'a pas dit, mais ça, c'est parce qu'il est content de ce que j'ai fait, tu sais. Fait que, c'est effectivement, c'est très à propos, là, tu sais. Puis là, j'ai des gens en tête, là, qui ont ce besoin d'approbation ou ce besoin de reconnaissance-là, là, tu sais. Puis
t'as beau, des fois, faire quelque chose comme pour le reconnaître puis remercier la personne, mais si c'est pas dit, on dirait que ça rentre pas, puis ils pensent pas que tu aimes leur travail ou reconnaissent leur travail. Fait qu'effectivement, ça peut être touché. La communication, on ne sait jamais. Dans tes accompagnements, comment tu fais pour aider des gestionnaires à, mettons, mieux écouter? Parce que j'imagine que c'est pas juste écouter soi-même, mais aussi écouter les autres. Cette partie-là, comment est-ce que tu peux aider un gestionnaire à mieux écouter les personnes devant elle? Ben, pour être capable d'avoir, exemple, une compétence comme l'écoute active, qui est une vraie écoute, là, qui n'est pas une écoute réactive pour répondre, il faut, mettons que je vais utiliser PCM, puis je vais me permettre un peu de théorie en même temps, pour comprendre, il faut que nos besoins psychologiques soient comblés. Il faut qu'on soit capable d'être ce qu'on va appeler dans tous nos étages. Pourquoi notre personnalité est construite comme un immeuble de 6 étages, puis on a des compétences à chacune de ces étages-là qu'on est capable d'aller développer ou utiliser quand on en a besoin. Quand nos besoins psychologiques ne sont pas comblés, donc on est comme en déficit, on a faim, là, on crave quelque chose, notre cerveau a un pattern qui va nourrir les besoins psychologiques, mais de façon négative. Un peu comme si on mangeait dans une poubelle parce que ça fait 3 semaines qu'on n'a pas mangé. On est d'accord, c'est pas l'idéal, mais on est en mode survie un peu. C'est ça. Fait qu'on prend ce qu'il y a. Et dans ce temps-là, on n'est pas capable d'aller chercher ces compétences-là qui ne sont pas, je veux dire, notre première nature. Moi, ma compétence de base naturelle, c'est l'organisation. Je peux être organisée, puis je peux être surorganisée s'il faut. Sauf que si je veux faire preuve d'écoute active, il faut que mon organisation soit correcte, que mes besoins psychologiques soient nourris, parce que ce n'est pas à cet étage-là que je vais aller chercher. Donc, on commence par apprendre à se connaître dans ce fonctionnement-là. Fait que quand un gestionnaire arrive, on commence par l'inventaire de personnalité, qu'il soit intéressé ou pas par les résultats. Moi, je l'utilise pour donner des pistes. Bon, souvent, les gens sont intéressés et ils veulent tout savoir. Là. Je comprends. Si tu fais l'effort de contacter quelqu'un pour avoir du coaching, puis si tu t'investis, je veux dire, ça coûte de l'argent. Tu fais pas ça juste pour un verre de café. Fait que si la personne investit là-dedans, à moins que ce soit imposé par son employeur, mais la plupart des gens vont s'investir là-dedans. Il y a du temps, il y a de l'argent, il y a du temps. Il faut qu'ils répondent sûrement à des questionnaires, des choses comme ça. Fait que je suis pas surpris de savoir qu'il y a très peu de gens qui vont vouloir en savoir plus et qui vont vouloir creuser plus, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, la curiosité l'emporte, là, surtout, comme tu dis, avec tous les investissements. Puis une fois qu'ils comprennent comment ils fonctionnent, c'est comme si la nouvelle compétence s'installait de façon naturelle parce qu'ils le font de façon inconsciente. Toutes ces affaires-là, c'est des choses qu'on fait à tous les jours. On est tous capables, dans des contextes différents, de faire preuve d'écoute active. C'est juste que si le contexte change, notre cerveau, il ne comprend pas toujours c'est quoi sa mission et qu'est-ce qu'il est supposé faire. Puis souvent, ça, c'est basé par notre expérience. On en parlait un peu plus tôt. Notre expérience, notre background, ça influence notre comportement d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le cadre de référence. C'est comment notre cerveau va chercher l'information sur ce qu'il connaît, parce qu'on n'a pas le choix, on est fait de même. Fait que si dans toute ta carrière, tu n'as jamais écouté tes employés parce que tu n'as jamais eu un boss qui te l'a montré, bien, une fois que tu comprends que tu le fais dans d'autres circonstances, puis tu vois que ton cerveau est capable, bien là, tu deviens capable de l'installer différemment. Bon, après, il peut y avoir des défis supplémentaires qu'on adresse puis qu'on trouve des trucs, mais ça reste que c'est assez simple, facile, même si ça a l'air super compliqué. Développer une nouvelle compétence, c'est plus simple qu'on pense. Surtout avec un bon coach. Oui, je suis d'accord là-dessus. Tu as travaillé... Là, je saute un peu du coq à l'âne. Tu as travaillé dans les grandes entreprises, tu as été travailleur autonome, propriétaire de tes propres entreprises. En termes de santé mentale, pour toi, personnellement, comment c'est, mettons, la gestion de cette santé mentale-là quand tu es en entreprise versus quand tu es travailleur autonome? Les challenges, mettons, d'un versus l'autre. C'est une excellente question. Ce que j'ai appris de moi dans le parcours, c'est que j'ai pas un profil pour être employée. Ça a été extrêmement violent pour ma santé psychologique de me faire imposer des horaires, des heures de dîner, de ne pas pouvoir aller à la salle de bain quand ça me tentait, des affaires comme ça. Ouais. Puis si j'avais écouté, je vais dire, ma vibe de la vingtaine, où j'étais déjà partie puis que j'avais déjà plein de projets,
c'était beaucoup plus ce qui était naturel pour moi. Fait que toutes les années où je me disais, ben, il faut faire comme tout le monde parce que c'est ça qu'il faut faire, parce que j'avais des enfants, des responsabilités, ben, je m'imposais quelque chose qui me faisait du mal, puis ça a été extrêmement difficile pour ma santé mentale. Est-ce que la vie d'entrepreneur est facile à tous les jours? Non, on est d'accord. Là. Il y a des journées où je me dis que ce serait plus simple d'aller flipper des burgers à quelque part puis de réfléchir. Là, ça reste que ça fait partie de ça. À 5 heures, on met à switch off, puis plus, oui, plus rien à penser. Pas besoin de réfléchir, là, c'est simple. Mais dans ce temps-là, je réalise que c'est parce que bon, ma charge mentale de prise de décision, c'est ça qui est épuisé. Fait que je me suis développé des outils personnels. Entre autres, j'ai 3 batteries différentes sur lesquelles je surveille des charges. Donc, ma batterie de charge mentale, justement décisionnelle, mais j'ai une batterie émotionnelle aussi, qui fait que je ne peux pas toujours être entourée de gens. Là, j'ai besoin d'être seule. Puis, c'est une batterie physique, là, donc une vraie fatigue physique. Puis j'essaie de les garder équilibrés parce que quand ils sont déséquilibrés ou sont vides toutes les 3, je passe un mauvais quart d'heure. Puis l'idée, c'est pas de me rendre là. Mais c'est quelque chose que je pouvais pas faire en entreprise, ou du moins que dans ma personnalité, c'était plus difficile parce qu'il y a des facteurs qui sont hors de mon contrôle. Je suis attendue à avoir des responsabilités puis une présence quelque part. Puis bon, ça peut être différent. Fait que j'ai développé mes outils, puis au fur et à mesure que je les développe, ben, je les partage avec les gens que j'accompagne, puis on fait des tests. Des fois, ça marche pour plusieurs personnes, on est tout heureux. Ça crée des bons résultats. C'est surtout ça, là, garder la facilité puis la joie de vivre dans les choix qu'on a faits. Hein. Puis là, je me mets dans mes souliers, puis je me dis un gestionnaire qui doit dealer avec un paquet de personnes. Dans mon cas, des producteurs, des vendeurs, donc des gens avec des grosses personnalités. Comment est-ce que moi, par exemple, je pourrais faire, puis tu sais, ça ne sera pas un cours, là, ça va être une réponse d'une minute, mais comment je peux faire pour mettre en place un genre d'écoute pour justement connaître comment ça se passe, les 3 batteries de mes employés, là, comment est-ce que je peux essayer de voir où est-ce qu'ils sont rendus, comment est-ce que je peux écouter ou comment est-ce que je peux c'est ça, mieux comprendre, mieux gérer mes employés. Ben, il y a plusieurs options possibles. Le raccourci, ça ferait avec Processcom, PCM, ce qu'on peut mettre en place, c'est des façons de combler tous les besoins psychologiques qui existent. Un peu comme les ateliers que j'ai faits dans les classes au primaire, ben, j'avais aussi fait une formation pour les profs qui ont refait leur plan de classe en conséquence. J'ai des entreprises aussi qui ont fait ça pour leur équipe, où il y a tout ce qu'il faut accessible pour que chacun notice ses besoins psychologiques. Ça, c'est la façon, je veux dire, la plus simple et facile, parce qu'une fois que le système fonctionne, ben, il fonctionne tout seul, puis il y a moins de besoin de la part du gestionnaire de faire quelque chose. Après, quand ça, c'est pas possible, on a besoin de quick fix. Je dirais qu'une des premières choses qu'on peut faire, c'est un shift au niveau de notre perception de la chose. Tu sais, on a été habitué en tout cas, je sais pas là, mais moi, dans mon éducation, c'était ça. On s'est fait dire, faites pas aux autres ce que vous aimeriez pas vous faire faire. Sauf que ça, là, je m'excuse, mais c'est de la bullshit, OK? Puis, un exemple simple là, que je donne beaucoup en formation, c'est, moi, là, dans la vie, je déteste les câlins, OK? J'haïs ça. Sauf que j'ai plein de personnes dans mon entourage qui en ont besoin puis qui aiment ça. Fait que si je passe ma vie à me dire, je fais pas aux autres que je veux pas me faire faire, je vais jamais faire de câlins à personne. Après ça, je me fais dire que je suis froide puis sans cœur. Mais tu sais, parce qu'eux autres, ils veulent juste me faire des câlins, c'est ce qu'eux autres, ils veulent, tu comprends? Fait que la dynamique, quand on part du principe que, ben, on connaît les autres parce qu'on se connaît, des fois, c'est un peu là que ça crée une problématique en gestion d'équipe. Fait que c'est simplement de dire, ben, je vais aller demander à l'autre de quoi il a besoin. D'avoir cette habitude-là, de poser la question. Puis souvent, les gens ne savent pas de quoi ils ont besoin, mais juste qu'on leur pose la question, ça les oblige à réfléchir, puis après, ils deviennent autonomes, ils sont capables de le nommer. C'est un peu sans le savoir la façon que j'avais de gérer les ados au MAIC. C'était cette façon-là de faire des meetings le matin. Puis bon, on était obligé d'en faire. Moi, je mettais tout le temps des jeux, là, fait qu'on jouait au basket avec les poubelles et les ballons, puis on s'improvisait des trucs, des concours d'avion en papier. Mais ça reste que c'était qu'est-ce qu'eux autres avaient besoin. Et moi, je m'en foutais, mais c'était leur besoin à eux. Puis parce que j'étais ouverte à leur demander qu'est-ce qu'ils avaient de besoin avant de commencer leur shift, ben automatiquement, j'avais ce retour-là d'engagement dans la relation où après ça, ben, ils me demandaient de quoi moi, comme gestionnaire, j'ai besoin de leur part pour leur chiffre de travail.
ça devenait facile, là, d'être motivé et de faire quelque chose. Fait qu'un peu le même principe d'ouvrir ça. Puis l'autre chose qui peut être intéressante, c'est de dissocier, mais de s'assurer qu'on a les deux, mais de dissocier les moments où on fait de la rétroaction positive puis les moments où on fait de la rétroaction constructive. Pourquoi? Parce qu'on est tous habitués à faire la sandwich, là, qui est pas très bon pour tout le monde, pour la santé mentale. Des fois, ça fait juste créer plus de confusion. Fait, quand on a des moments de reconnaissance positive, déjà là, on sait qu'on vient de combler les besoins psychologiques de certaines personnes. Mais ça permet un climat d'ouverture, ça permet un climat où on le sait qu'on est reconnu pour les bas coups. Comme ça, quand on a de la rétroaction constructive à faire, la discussion est plus authentique, plus honnête. C'est là qu'on est capable d'avoir une rétroaction des deux côtés, puis un plan de match pour faire quelque chose. Fait, ça, c'est comme 3 options différentes qui peuvent être faites, qui demandent des niveaux d'énergie différents de la part du gestionnaire, puis une habileté relationnelle aussi différente, mais qui peuvent permettre, comme quick fix, là, de faire quelque chose tout de suite pour améliorer le climat de travail, mettons. Là. Un autre quote que j'ai trouvé sur, sur tes réseaux sociaux, ta mission qui dit « Traverser les transitions avec légèreté et confiance ». Évidemment, ça a l'air tellement facile de dire ça comme ça. Mais le changement et les transitions, c'est jamais léger et facile. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, traverser les transitions avec légèreté et confiance? Ben, souvent, quand on arrive dans une période de transition, ben, tu sais, pas souvent, là, je veux dire, tout le temps, ça fait mal. Puis une transition, ça fait tout le temps mal. Il y a de la douleur qui s'installe tout le temps. Sauf que la souffrance, là, c'est la partie optionnelle de la chose, qu'on est excellent comme humain pour s'infliger. Pourquoi? Parce qu'on va ruminer des choses. On va garder nos émotions vraiment plus longtemps. Fait cocasse, là, je ne sais pas si vous le savez, tout le monde qui écoute, ou toi, Jocelyn, une émotion, ça dure 90 secondes dans le corps. Fait quand on est en colère pendant plus que ça, en réalité, c'est parce qu'on l'entretient dans notre mental. Puis, l'autre chose qui rend les transitions difficiles, c'est le pouvoir qu'on donne aux autres, de nous faire du bien ou de nous faire du mal, ou le pouvoir qu'on croit avoir sur les autres de faire du bien ou du mal. Quand on réussit à passer tout ça, puis à comprendre que tout ça, c'est l'illusion, tout d'un coup, il y a un sentiment de légèreté qui s'installe parce que oui, ça fait mal, mais on comprend que la douleur va passer, on comprend que c'est naturel, puis tout d'un coup, ça fait moins mal que bien d'autres affaires qu'on a vécues. Ça rend les choses plus légères. Puis parce qu'on réalise aussi qu'on a traversé plein d'autres affaires qui sont tout d'un coup pires que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ben on a confiance qu'on va être capable de s'en sortir. Donc, c'est un peu comme quand, j'imagine quelqu'un qui navigue avec son bateau sur l'océan, la première tempête, elle fait plus peur que les autres. Ouais. À un moment donné, on comprend. Là. Ben, c'est un peu ça. C'est quand on retrouve les forces, quand on retrouve notre pouvoir, c'est toutes des choses qui rendent les transitions tellement plus simples. Écoute, je pourrais continuer encore 3h30. Fait qu'à la place, on attendra de voir c'est quoi les commentaires que les gens gens vont dire, les questions que les gens vont dire. Mais là, ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Fait que je vais y aller avec la dernière question. Si tu avais un message à passer aux dirigeants qui nous écoutent, il va y avoir plein de propriétaires de cabinets d'assurance, il n'y a pas juste du monde en assurance qui va nous écouter, mais il y a beaucoup de gens en assurance. Mais un message aux dirigeants qui nous écoutent par rapport à la santé mentale, puis par rapport à justement la gestion du changement. Ce serait quoi ton conseil? Oui, là, j'en ai vraiment beaucoup. Je vais essayer d'en choisir un. Je pense que d'y aller avec, là, ça va avoir l'air super cliché, là, mais le côté humain en premier, au-delà du rôle dans lequel on est, puis la relation d'affaires, il y a une relation humaine qui s'est installée par défaut, qu'on le veuille ou pas. Puis cette relation-là mérite toute l'attention pour être capable de bâtir sur le reste. Fait que, un gestionnaire, si son énergie, on parlait des batteries tantôt, si son énergie relationnelle est à plat, c'est pas le temps d'aller gérer quoi que ce soit qui prenne soin de lui avant de prendre soin des autres, fait que sa relation à soi, puis après ça, ben, les humains. C'est vraiment d'axer sur les relations humaines. Puis bon, après, si c'est difficile au niveau des relations humaines, ben, il y a plein d'outils qui existent qui peuvent utiliser pour améliorer ces compétences-là.
C'est bien dit. Écoute, je vais même faire avec un lien que j'ai fait dans plusieurs autres podcasts qui a rapport avec les ventes. Ceux qui écoutent puis qui se dirigent vers les ventes ou qui sont déjà aux ventes. Euh, Warren Buffett, un des plus grands investisseurs, vendeurs, entre guillemets, de notre génération, puis même la génération avant, parce qu'il est quand même vieux. Tu sais, malgré toute la technologie, puis l'intelligence artificielle qui s'en vient, puis tout ça, il dit aux jeunes, aujourd'hui, si vous voulez être tu sais, un décideur de demain, si vous voulez être un influenceur de demain, si vous voulez être une personne qui va réussir dans la vie, investissez dans les relations humaines. Parce Ouais. que justement, la technologie va venir combler un paquet de manques, un paquet d'affaires. Puis les gens qui vont être capables de faire la différence, c'est ceux qui vont être capables de gérer les humains. Fait que, tu sais, si Warren Buffett dit ça, puis que Audrey Tarien dit ça, c'est clair que c'est ça la vérité. C'est la Ben écoute, recette. merci beaucoup, Audrey, pour ton temps. Évidemment, comme je dis, on aurait pu en parler pendant 2 heures. C'est tellement à propos, c'est tellement. De quelle façon les gens peuvent communiquer avec toi s'il y en a qui sont curieux de savoir ce que tu peux offrir comme service. Puis, fait que évidemment, dans les commentaires, je vais mettre tes coordonnées et tout ça, mais comme ça, là, à vive voix, comment est-ce que les gens peuvent communiquer avec toi? LinkedIn, c'est une très bonne façon. Ma face me ressemble pour ceux qui auront vu la version vidéo, là, donc j'ai quand même une photo facile. Facebook peut aussi être, c'est mon compte personnel, mais je suis très active. Je réponds à tous mes messages ou par courriel là, que tu pourras mettre le info@audreytarien.ca. Je réponds toujours à mes messages. Des fois, il y a un délai, puis c'est écrit dans ma signature, mais bon, ça reste que je réponds tout le temps. Ça va me faire plaisir de répondre aux Parfait. questions. Ben, merci beaucoup. J'espère que les gens, justement, vont avoir des commentaires, vont avoir des questions. J'espère que les gens vont communiquer avec toi. Et puis, s'il y a assez de demandes, on se reverra dans une couple de mois. Avec Puis on plaisir. fera une prise 2, quelque chose peut-être plus spécifique. Tu sais, on pourrait rentrer peut-être un peu plus dans les détails sur certaines choses spécifiques. Alors, encore une fois, merci. Puis, Merci à toi. va falloir, la prochaine fois, c'est sûr qu'il va falloir faire ça en personne pour qu'on Je suis puisse d'accord. se faire un câlin. Moi, j'aime ça, les câlins. Euh, mais je C'est le ferai bon. pas trop longtemps, sachant maintenant que c'est pas ton truc. On va Euh, trouver un compromis, c'est excellent. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut. Avant de se quitter, un rappel important, Audrey Tarien accompagne concrètement les organisations qui veulent aller plus loin, que ce soit par des conférences, des ateliers ou des accompagnements sur mesure. Elle aide les équipes de vente vraiment et les gestionnaires à mieux se comprendre, à traverser le changement avec plus de légèreté, si c'est votre cas, à bâtir des relations plus saines et plus performantes au travail. Si votre organisation cherche à investir dans l'humain, pour améliorer les performances de façon durable, Audrey est clairement une ressource que vous devriez considérer. Si l'épisode vous a parlé, prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne YouTube du Café Courtier, suivre la page Instagram du Café Courtier et venez me rejoindre sur LinkedIn pour discuter de cette belle rencontre avec Audrey. Vos commentaires, vos partages, vos échanges font vivre le podcast, alors s'il vous plaît, gênez-vous pas et commentez autant que vous pouvez et vous voulez. Merci d'être là, merci d'écouter et surtout merci de contribuer à faire évoluer à notre façon le travail ensemble. C'est la fin du café courtier, le podcast qui réveille le monde du courtage, un sujet à la fois.